Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble le TP numéro 3 de la formation Deep Learning. L'objectif de ce TP est de créer des modèles capables de reconnaître des images de chiffres manuscrits. On va commencer dans un premier temps par charger nos librairies, en particulier la librairie Keras, qui est l'une des bibliothèques Python les plus développées et les plus faciles à utiliser pour créer des réseaux de neurones. Ensuite, on va charger notre dataset que fournit Keras. Il s'agit de la base de données MNIST qui contient des images représentant des chiffres manuscrits. Pour le chargement, il suffit de faire mnist.loaddata et on obtiendra ainsi nos données de train et nos données de test. Ensuite, une fois nos données chargées, on va visualiser une partie de ces données. Cette fonction permet de créer un tableau d'images de taille 10 par 10. Si on l'applique sur notre Xtrain, on obtient la figure suivante. On remarque que chaque chiffre est écrit de façon très variée. Par exemple, le 0, il s'écrit de cette forme, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là, etc. Donc nous, ce qu'on va fournir à notre modèle, c'est justement ces images qui se trouveront dans Xtrain, et dans YTrain, on va fournir les labels associés à chaque image. Par exemple, pour la première image, on va dire que c'est un 0. Pour la deuxième, on va dire que c'est un 4. Pour la troisième, on va dire que c'est un 1, etc. Après l'entraînement, le modèle va être évalué sur la base de tests, c'est-à-dire qu'il va prédire à quelle classe appartient chaque image de X-test. Le score qu'on obtiendra est le taux de bonne réponse par rapport au vrai label présent dans Y-test. Maintenant que nous avons chargé les données, il faut qu'on modifie ces données pour les mettre sous une forme qui pourra être traitée par nos réseaux de neurones. Rappelons au départ qu'une matrice en niveau de grille est une matrice à 2 dimensions. Notamment dans notre cas, les images font une taille égale à 28 par 28. Comme les premières couches du modèle sont des couches denses et que ces couches ne s'attendent pas à avoir des matrices en entrée, ils s'attendent plutôt à avoir des vecteurs, on va donc aplatir les images sur des vecteurs. Ceci est assuré par la fonction reshape, qui transforme les dimensions selon ce que l'on lui passe en paramètres. Voyons ça sur un exemple. Ici, on a une matrice qui fait une taille égale à 3 par 3. Pour la transformer en vecteur, il suffit de faire reshape et on lui donne la taille 1,9, c'est-à-dire on aura une ligne et 9 colonnes. Dans notre cas, on va donner à reshape le nombre total d'images en nombre de lignes et en nombre de colonnes, on va lui passer la taille des images, c'est-à-dire 28 fois 28 égale à 784. Et donc, chaque ligne de la matrice représentera une image. Et de même pour Xtest, on fait un reshape. Ensuite, notre modèle il s'attend à avoir des valeurs de pixels entre 0 et 1. C'est pour ça qu'il faut diviser nos données par 255, qui est la valeur maximale des pixels. Mais avant de faire cette division, il faut transformer les types en des flottes 32, ce qui nous permettra d'avoir des valeurs en virgule flottante. Enfin, il faut changer la structure des labels, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas de simples mots, comme 0 ou 1. Il faut qu'ils soient sous la forme d'un vecteur. Cette fonction nputils.toCategorical, elle permet de faire cette transformation. En effet, elle va représenter chaque chiffre par un vecteur constitué de un seul 1 et de 0. Par exemple, le 0, il va être représenté par un vecteur où on trouve à l'indice 0 un 1 et partout ailleurs des 0. Le 1, par contre, il va être représenté par un vecteur où on trouve le 1 à la position 1 et des 0 ailleurs, etc. jusqu'à 9 qui sera représenté par un vecteur où le 1 se trouvera à la position 9. Donc voilà ce que fait cette fonction. Si on veut visualiser la taille de Xtrain, il suffit de faire xtrain.shape. Donc comme on voit, on a 10 000 images, chacune de taille 784. Xtest aussi. Et enfin, pour YTrain, on le trouvera sous cette forme, qui est constituée de vecteurs de labels. Par exemple, celui-là c'est un 0, celui-là c'est un 9 et celui-là c'est un 7. Maintenant, on va créer notre modèle. Donc, ça sera un modèle séquentiel qui est le plus basique et il aura cette allure.
Donc, on retrouve ici le input layer ou la couche d'entrée, suivi de deux couches denses qui sont les couches intermédiaires. Et enfin, on a la couche de sortie ou le output layer. On va commencer par rajouter la première couche intermédiaire qui est une couche dense avec modèle.add. Rappelons tout d'abord c'est quoi une couche dense grâce à cet exemple simple. Donc une couche dense est une couche où chaque neurone est connecté à tous les neurones de la couche précédente et à tous les neurones de la couche suivante. Donc voilà à quoi ressemble une couche dense. Donc on a choisi un nombre de neurones égal à 12 pour cette couche dense. On a précisé le input shape ou la taille d'entrée et on a choisi 784. Rappelez-vous, 784, c'est égal à 28 par 28, la taille d'une image. Et enfin, on a précisé la fonction d'activation et on a choisi une fonction sigmoïde. Après, on a rajouté une autre couche dense identique à la première. Ensuite, on va rajouter une couche de dropout. Donc, à quoi sert cette couche de dropout? Le dropout est une technique qui va aléatoirement ignorer un sous-ensemble de nœuds durant la phase d'entraînement. Ceci implique que ces neurones ne participeront pas dans la prédiction. Cette technique est très utilisée pour combattre le surapprentissage ou l'overfit et elle permet au modèle de mieux généraliser sur des données qu'il n'a jamais vues. On précise le nombre de neurones ignorés grâce à ce paramètre. Par exemple ici, on a choisi un paramètre égal à 0,5, c'est-à-dire qu'on a dit au modèle d'ignorer la moitié des neurones dans la couche. Donc si on retourne sur notre modèle, donc voilà, le modèle il va aléatoirement choisir la moitié des neurones et il va les ignorer. Enfin, on va rajouter le output layer ou la couche de sortie. Cette couche de sortie doit être une couche dense avec un nombre de neurones égal au nombre de classes, qui est égal à 10 dans notre cas. Aussi, on choisit une fonction d'activation qui est égale à softmax. Cette fonction est toujours utilisée dans les couches de sortie quand on traite un cas de classification multiclasse. De plus, elle donnera une probabilité de prédiction à chaque classe et la somme des probabilités totales sera égale à 1. Avant de compiler le modèle, il faut choisir l'optimiseur. Ici, on a choisi un SGD avec un learning rate égal à 0,1. Si vous avez des soucis avec la descente de gradient, je vous conseille d'aller voir le premier cours de la formation. Aussi, pour compiler le modèle avec modèle.compile, il faut préciser la fonction loss. Ici, on a choisi une categorical cross-entropy parce qu'on a un nombre de classes strictement supérieur à 2. Si on avait un problème de classification binaire, on aurait dû choisir binary cross-entropy. Enfin, pour avoir un résumé du modèle, il suffit de faire modèle.summary. On obtient ce tableau qui présente dans la première colonne le nom des couches. Dans la deuxième, la taille de sortie de chaque couche et dans la troisième colonne, le nombre de paramètres associés à chaque couche. Pour la première couche dense, on a une taille de sortie égale à 12, qui est son nombre de neurones. Aussi, elle a un nombre de paramètres égal à 9420. Comment a-t-on obtenu ce nombre? Rappelons-nous que pour une couche dense, chaque neurone est connecté à tous les neurones de la couche précédente. Ainsi, pour chaque neurone de la couche d'entrée, il existera 12 connexions, c'est-à-dire 12 poids. Aussi, à chaque neurone de la couche dense est associé un biais. Ce biais va décaler la valeur du neurone par une constante et on va chercher à optimiser la valeur de cette constante. Donc, en totalité, on aura 784 fois 12 plus 12 paramètres, qui est égal à 9420 paramètres. Donc, c'est le même calcul pour les deux couches denses suivantes. Et pour la couche de dropout, elle va conserver la taille de sortie de la couche précédente et elle n'a pas de paramètres. On obtient enfin un nombre total de paramètres égal à 9706. Sachez que plus on a de paramètres, plus on met du temps dans le calcul. Avant de lancer l'apprentissage, on choisit une taille de batch égale à 256. Un batch est un échantillon de données. Et durant une époque, le modèle va parcourir tous les batchs.
On choisit aussi 20 époques. Et donc le modèle va voir 20 fois le jeu d'entraînement. Enfin, on entraîne le modèle avec modèle.fit en précisant le jeu d'entraînement, la batch size, le nombre d'époques et enfin la validation data qui est le couple X-test et Y-test. On lance l'entraînement. On obtient une loss égale à peu près à 1 et une accuracy égale à 0,64. Donc les scores sur le jeu d'entraînement sont moyens. Sur le jeu de test, on obtient une val loss égale à 0,6 et une val accuracy égale à 0,85. À votre avis, ce modèle est-il performant? Je vous conseille de mettre la vidéo en pause et d'essayer de créer votre propre modèle. Vous pouvez jouer sur le nombre de couches ou changer les paramètres. Et on va reprendre la correction plus tard. Maintenant, voyons ce que notre modèle donne sur un exemple. Cette fonction fait le plot d'une image donnée. Model.evaluate va calculer la loss et l'accuracy sur le jeu de test. On choisit un indice d'image au hasard, par exemple ici on choisit 800, et model.predict class va prédire à quelle classe appartient X-test de index. Voilà. Donc, l'image c'est clairement un 8. Le chiffre reconnu est 5, mais le chiffre à reconnaître est 8. Donc, clairement, notre modèle il n'est pas performant, même si l'écriture manuscrite de 5 et 8 se ressemble parfois. Mais on veut avoir un modèle qui est plus performant, c'est-à-dire qu'il a un pourcentage de val accuracy plus grand que 85%. Maintenant, on va passer à la partie de réseaux de neurones convolutionnels connus comme les CNN. Ces réseaux de neurones convolutionnels sont constitués des couches de convolution et qui sont suivies des couches max pooling. Donc on va expliquer comment ces deux couches fonctionnent. Ensuite, on va créer notre propre modèle et on va voir ses scores. Premièrement, on recharge nos données avec mnist.loaddata. Contrairement au premier modèle, on ne va pas aplatir les images sur des vecteurs, mais on va les garder telles qu'elles sont, car les couches de convolution s'attendent à avoir des matrices. Donc c'est ce qu'on fait ici. De même pour X-test. Visualisons les dimensions de X-train. Donc à la première composante, on a 10 000 qui est le nombre d'images. Chacune de taille 28 x 28. Et ce 1 signifie que nos images sont au niveau de gris. Et donc ils ne sont pas des images en couleur. Maintenant, on va créer notre modèle qui aura cette allure. Donc il sera composé d'une couche de convolution, suivie d'une couche de max pooling, suivie de deux couches denses. On commence par ajouter à notre modèle séquentiel la première couche qui est une couche convolutionnelle. Et les couches convolutionnelles, elles ont été très bien expliquées dans le deuxième cours de la formation. Mais rappelons très brièvement comment elles fonctionnent. Donc cette couche de convolution, elle utilise des filtres qui sont des matrices, en général de taille 3 par 3 ou 5 par 5. Et ces filtres, ils vont balayer toute l'image afin de détecter des patterns présents sur l'image. Donc nous, on choisit un nombre de filtres égal à 4. Chacun aura une taille égale à 3 par 3. Et on choisit aussi une fonction d'activation égale relu. Ce type de fonction, on le trouve très souvent dans les réseaux de neurones et il est très présent dans les couches cachées ou intermédiaires. Et enfin, on précise la taille d'entrée ou le input shape. Ensuite, on rajoute une couche de max pooling. Ce type de couche, on le trouve en général après un bloc de couches de convolution. C'est une technique qui permet de réduire les dimensions. Si on considère la taille de son filtre égale à 2 par 2, on réduit les dimensions par 2. En effet, on va prendre de chaque sous-matrice de taille 2 par 2 la valeur maximale et on va la stocker à la sortie. Par exemple, sur la matrice rouge, la valeur maximale est égale à 20. Et donc, le max pooling, il va prendre cette valeur et il va la stocker dans la sortie. Cette réduction de dimension permet de diminuer le nombre de paramètres dans le réseau et elle permet
et elle permet au modèle de voir plus largement sur l'image. Donc voilà, on choisit la taille du filtre avec le paramètre Pool Size. Ici, on choisit 2 par 2 et donc on va réduire la taille de l'image par 2. On ajoute après une couche de Dropout. Ensuite, on ajoute une couche de Flatten. Alors, rappelez-vous qu'une couche dense a besoin d'une entrée aplatie. Donc c'est ce qu'assure cette fonction Flatten. Elle va aplatir les images sur des vecteurs pour qu'ils soient prêts à entrer dans une couche dense. Donc cette couche dense, elle a un nombre de neurones égal à 10. On ajoute aussi une autre couche de dropout et on ajoute enfin le output layer. Visualisons maintenant le résumé du modèle. Pour la première couche dense, on obtient une taille de sortie égale à 26 par 26 par 4. Comme vous pouvez le remarquer sur cet exemple, le filtre placé en haut à gauche nous fait perdre la première ligne et la première colonne. Et donc en balayant l'image, ce filtre va nous faire perdre les 2 lignes et les 2 colonnes extrêmes. C'est ce qui explique cette valeur 26 qui est égale à 28 moins 2. Concernant ce 4, il est égal au nombre de filtres. Pour le nombre de paramètres, le modèle va chercher à optimiser les valeurs des filtres. Et donc pour un filtre de taille 3 par 3, le modèle il va chercher à optimiser 9 valeurs. Et donc si on rajoute le biais, on obtient ce paramètre-là qui est égal à 9 fois 4 plus 4. Une remarque très importante est que le nombre de paramètres obtenu avec une couche de convolution est beaucoup plus petit que celui obtenu avec une couche dense. Et ainsi, la complexité du modèle sera faible en termes de nombre de paramètres. Pour la couche de max pooling, on remarque qu'elle a bien divisé la taille de sortie des couches de convolution par 2. Et cette couche, elle n'a pas de paramètres. Concernant la couche flatten, elle a une taille de sortie égale à 676 car elle a aplati les données. Donc si on fait 13 au carré fois 4, on obtient cette valeur. Le nombre total de paramètres est égal à 6920 et donc on remarque qu'on a bien un nombre de paramètres inférieur à celui obtenu avec le premier modèle. Maintenant, lançons l'entraînement. On obtient des scores similaires que ceux obtenus avec le premier modèle sur le jeu d'entraînement. Par contre, sur le jeu de validation, on remarque que les scores sont meilleurs, c'est-à-dire que la validation loss elle a baissé, elle est égale à 0,3 et la validation accuracy elle a augmenté, elle est égale à 0,9. Voyons ce que prédit ce nouveau modèle sur la même image que tout à l'heure. Il prédit que l'image est un 0 alors que c'est un 8. On remarque que le deuxième modèle n'est pas très performant lui aussi, car on a utilisé une seule couche de convolution ayant 4 filtres. Ainsi, le modèle il ne sera pas capable de détecter très bien les patterns présents sur l'image. Maintenant, on va créer un nouveau modèle un peu plus complexe qui sera composé de 2 couches de convolution suivies chacune par une couche de max pooling et on va augmenter le nombre de paramètres dans les couches de convolution. Donc pour ce modèle qui est un modèle séquentiel, on rajoute la première couche intermédiaire qui est une couche de convolution et on fixe le nombre de filtres à 32. Ensuite, cette couche de convolution est suivie par une couche de max pooling et on rajoute une autre couche de convolution et on lui fixe le nombre de filtres égal à 64. Cette couche est suivie aussi d'une couche de max pooling et ensuite on garde les mêmes couches que tout à l'heure, mais pour la couche dense, on choisit un nombre de neurones égal à 100. Donc voilà, on obtient un nombre total de paramètres égal à 180 000. Et donc clairement, notre modèle il est beaucoup plus complexe que les deux modèles précédents. Entraînant le modèle et commentant ses résultats. Donc on a une loss qui est presque nulle et une accuracy qui vaut 0,98. Et donc on a de très bons scores sur le jeu d'entraînement. Aussi, la validation loss elle est presque nulle et la validation accuracy elle vaut 0,98. Donc le modèle il est aussi très performant sur le jeu de validation. Et enfin, sur la même image d'indice 800, on arrive bien à reconnaître l'image. Donc le chiffre reconnu est 8 et le chiffre à reconnaître est 8. Donc voilà, on est arrivé à créer un meilleur réseau de neurones convolutionnel et il est très performant sur le jeu de données MNIST.
Je vous conseille de créer votre propre modèle en changeant les couches et en changeant le nombre de filtres et leur taille pour les couches de convolution. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous la trouvez utile. Merci pour votre attention et au revoir.